Caroline Cozzi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Carole. Alors, je ne sais, il y a tellement de choses qu'il y a à dire sur vous que je vais essayer de retenir l'essentiel. Et si j'oublie, vous me rattrapez ou vous me corrigez. Déjà, vous êtes la présidente fondatrice de la gouvernance au féminin, qui est une association qui travaille sur toutes les questions justement de leadership au féminin auprès des grandes organisations, des grandes entreprises au Canada et dans le monde entier. Oui. Vous êtes parmi les top 100 des femmes les plus influentes du Canada. Vous avez rencontré les plus grands de ce monde, vous avez interviewé Hillary Clinton, vous avez reçu le prix Mercure du leadership au féminin, vous avez été aussi primée dans le cadre de l'autonomisation des femmes auprès de l'ONU. Oui, absolument. Donc voilà, il y a encore plein de choses qu'on pourrait dire, là. donc on va s'arrêter là et vous nous parlerez d'autres choses pendant cette interview. Oui, en tout cas, voilà, vous êtes une femme passionnée, passionnante, engagée sur toutes les questions, diversité, leadership au féminin, gouvernance au féminin, action dans la société sur la question de la parité. Donc, bien évidemment, avec toutes ces casquettes, dites-nous, pour Caroline Cozzi, qu'est-ce que c'est le mot pouvoir? Alors, écoutez, le mot pouvoir, quand on y pense de manière très, je vous dirais, classique, il y avait des préjugés très souvent sur le pouvoir. C'était souvent vu comme une façon d'utiliser son réseau, etc., pas toujours de façon bienveillante. Pour moi, le pouvoir, honnêtement, ça doit être un pouvoir bienveillant pour que je le respecte. Alors ça, c'est dans toutes les sphères de la société, que ce soit un PDG, s'il utilise son pouvoir de façon bienveillante pour amener leurs employés à embarquer dans la mission de l'entreprise, s'il utilise son pouvoir de manière bienveillante pour s'impliquer dans la communauté, pour faire la différence dans la vie des autres, s'il utilise son pouvoir de façon bienveillante pour faire un changement dans la vie de certaines personnes qui veulent faire avancer leur carrière, comme beaucoup de mentors qu'on a à la gouvernance au féminin, qui sont des personnalités très occupées, très connues, etc., mais qui choisissent de donner leur temps. Ça, c'est du pouvoir bienveillant parce qu'ils ont le pouvoir de changer la vie de toutes ces femmes qui aspirent à se retrouver elles-mêmes dans des organes décisionnels, etc. Alors, moi, ce que je veux retenir du pouvoir, c'est la bienveillance. La bienveillance. Oui. Et est-ce que cette bienveillance, pour vous, elle se traduit de la même manière dans votre univers personnel que professionnel? Ah oui, absolument. Absolument. Moi, je pense qu'on est une personne. C'est fini le temps. Vous n'êtes pas saucissonné Pas du tout. Pas du tout. Il fut un temps, on s'attendait à ce que des hauts dirigeants aient un comportement au travail, un comportement à la maison, qu'ils dissocient le tout, etc. Je vous dirais qu'on est dans une ère où les gens sont très intéressés à connaître les vies privées des uns des autres. Ce qu'on appelle le storytelling, raconter son histoire, est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, qui inspire beaucoup de gens. Et alors qu'il fut un temps où on disait, quand les employés arrivaient au bureau, tes problèmes, tu les laisses au vestiaire, on ne veut pas en entendre parler. Tout ça, c'est du passé parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont démontré qu'en fait, pour pouvoir bien travailler ensemble, il faut se faire confiance. Tout à fait. Et on ne peut pas se faire confiance sans se connaître et incluant sur le plan personnel. Absolument. Donc, pendant toutes ces années dans le monde corporatif, moi, j'ai fait ce genre d'exercice avec mes équipes pour renforcer justement la confiance et mieux se connaître. Donc, j'estime que comment on se comporte au travail, comment on se comporte à la maison, quand on va voir les matchs de hockey ou de football de nos enfants, etc., et on se retrouve avec d'autres parents, on doit être la même personne. On doit respecter notre éthique, respecter nos valeurs, et tout ça, ça doit se rejoindre. Sinon, le masque va tomber tôt ou tard. Il faut être authentique, on est qui on est, et on est ce genre de leader-là, tant à la maison qu'au travail. C'est ce qui fonctionne. Et c'est ça aussi qui contribue à l'équilibre, en fait, cette fameuse équilibre vie privée, vie professionnelle qu'on nous dit tant, s'agissant des femmes, dans les postes à responsabilité, ça en fait partie. C'est même le cœur. Même. Absolument. Moi, souvent, on me pose cette question, ton équilibre, etc. Ce que je veux dire sur la question de l'équilibre vie professionnelle et vie familiale, c'est quelque chose de très personnel.
mon équilibre à moi, ce qui me rend heureuse, va peut-être vous sembler un déséquilibre total. Probablement, pas beaucoup de gens va sembler être un déséquilibre total, mais c'est mon équilibre à moi dans lequel je suis heureuse. Je pense que c'est à chacun de vraiment consulter sa petite boussole du bonheur et se dire, OK, est-ce que c'est ça mon équilibre ou est-ce que c'est ça? Et quand on est aussi passionné, engagé que je le suis, on ne peut pas être heureux à la maison en sentant qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire au travail ou dans la communauté, etc. Puis je vous dirais que j'ai la chance d'avoir deux enfants adultes aujourd'hui qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours poussée, propulsée même, en me disant « Non maman, vas-y, c'est ce qui te passionne, nous on peut se débrouiller ». Et ils ont tellement appris à travers tout ça que j'ai vite réalisé que ça ne servait à rien d'avoir des sentiments de culpabilité. Parce que c'est certain que je leur ai enlevé quelque chose dans le fait que je n'ai pas passé mes soirées avec eux, que j'ai soupé le soir avec eux peut-être 1 ou 2 fois par semaine, pas beaucoup plus malheureusement. Mais ce que je leur ai apporté par ailleurs, je pense qu'ils l'ont vu très rapidement et on a une relation qui est absolument extraordinaire, très proche. Et comment eux ont réussi à propulser leur carrière aujourd'hui, je pense que ça a fonctionné, notre équilibre. Finalement, pour vous, ce n'est pas un sacrifice, en fait, c'est juste un ajustement. Ce n'est pas un sacrifice, exactement. Je sais que beaucoup de gens l'appellent comme un sacrifice parce qu'ils ont l'impression qu'on souffre. Que les enfants souffrent de l'absence de maman, oui. que maman souffre de moins voir ses enfants. C'est certain qu'on aimerait être ensemble tous les jours. La réalité est différente. Est-ce que ce n'est pas plus sain? Je pense que si. Est-ce que les moments qu'on passe ensemble ne sont pas beaucoup plus enthousiasmants, beaucoup plus excitants? Si. Vous savez, quand les enfants ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand maman sort, les enfants sont contents. Et donc, quand je rentrais à la maison et que je textais les enfants, ce soir, je soupe à la maison, eh ben, je peux vous assurer qu'ils étaient là, ils étaient à table, ils avaient hâte d'entendre mes histoires et moi d'entendre les leurs, d'échanger. Et donc, ces moments privilégiés d'échange, d'écoute active, etc., je pense que ça vaut beaucoup plus que des gens qui se voient tous les soirs. Mais qui n'ont rien à se dire ou qui sont très malheureux. Qui sont blasés, qui ne s'écoutent plus, qui ne sont pas intéressés par la vie les uns des autres. Donc là, j'ai des enfants de 20 et 22 ans, une fille avocate, un fils en business et finance. Je me dis, il me semble que ça a bien fonctionné, mais c'est ma recette, encore une fois. Je ne veux pas avoir l'air de dire... C'est ce que vous devez toutes faire, vous les femmes, en plus monoparentales, immigrantes, etc. J'avais un certain nombre d'obstacles qui auraient pu me décourager. Donc, je ne suis pas en train de dire « faites ça », je suis en train de dire « voilà le modèle qui a fonctionné pour moi ». Trouvez celui qui fonctionne pour vous. Et je pense que c'est aussi de ne pas se laisser influencer par les autres. Parce que tellement de gens, parce que tout le monde a son opinion et tout le monde veut vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Il ne faut pas écouter. Parce que si j'avais écouté, les gens qui me disaient « Ah, mais tu ne penses pas qu'à cette heure-ci, tu devrais être à la maison avec les enfants? Tu ne penses pas que les enfants devraient avoir des bons repas faits maison tous les jours ?» Si on écoutait ça, les gens sont bons pour mettre de la culpabilisation sur les femmes. Déjà nous, on se les met toutes seules. Donc, si vous deviez donner un conseil à une jeune femme, ça serait ça. C'est de s'écouter et finalement de ne pas trop écouter les autres. Écoutez, il faut tout prendre. Parce que je suis à l'écoute d'une part de toute rétroaction. Quand quelqu'un parfois me dit « écoute, tu sais ton comportement » ou « j'ai un conseil », j'écoute. Parce que je me dis, c'est quand ça vient d'un angle de bienveillance. C'est toujours pour moi le motto. Mais j'assume que les gens que j'ai choisis, qui m'entourent, sont dans la bienveillance. Donc j'écoute les conseils des autres, mais... je ne me mets pas de pression, même si je me dis « ah là là, 8 personnes sur 10 m'a dit que voilà ce que je devrais faire ». Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire. J'en prends acte, mais je vais m'écouter d'abord et avant tout. Et je considère qu'on est tous tellement différents. On a tous des passés tellement différents, des expériences tellement différentes. Et en particulier moi qui ai grandi dans la guerre du Liban, qui ai vécu seule depuis l'âge de 17 ans, seule à Paris pendant que mes parents étaient à Beyrouth pendant la guerre. J'ai eu un parcours, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu comme ça. Si, la seule femme que j'ai rencontrée qui a vécu le même parcours que le mien, c'est Winnie Bianimia, qui est la directrice générale mondiale d'Oxfam,
à Londres, qui a grandi aussi dans la guerre d'Ouganda, qui à l'âge de 17 ans est arrivée à Londres seule. Donc elle seule à 17 ans à Londres, moi seule à 17 ans à Paris, pendant que notre famille était dans la guerre de nos pays respectifs. Et on a tout de suite senti vraiment une chimie, une amitié très rapide. Mais encore là, elle a aussi par-dessus ça sa propre personnalité, Bien ses sûr. propres valeurs, sa mission à elle et pas forcément à la mienne. Donc, même si on a tellement de points en commun, donc on prend ce que les autres ont à nous dire, mais on s'écoute, principalement on s'écoute. Très bien. J'ai bien noté le mentoring comme une bonne recette, en tout cas, pour favoriser l'inclusion, la diversité et la transmission aussi. Oui. Est-ce que vous avez identifié d'autres recettes, donc, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement peut-être des dirigeants sur toute cette question, accéder aux espaces de direction, les CEO? Est-ce que vous avez noté une bonne pratique que vous pourriez partager avec écoutez, nous? moi, ce que je vous dirais, que oui, le mentorat est important et derrière la gouvernance au féminin, on a un programme extrêmement robuste, très unique parce qu'il s'adresse à des femmes qui sont déjà dans des postes de vice-présidence dans des grosses entreprises et qui, pour le commun des mortels, peuvent paraître comme des femmes qui ont déjà réussi. Sans qu'on se rende forcément compte qu'en fait, elles doivent encore percer le fameux plafond de verre pour se retrouver dans des postes de PDG, ce qu'on appelle le C-suite ou dans un conseil d'administration. Mais je vous dirais que il est bon de s'entourer de plusieurs personnes avec plusieurs parcours, de plusieurs industries, d'âges variés, d'origines variées, etc. et d'aller chercher des conseils de toutes ces personnes. Oui. Pour pouvoir faire votre recette, en fait, finalement. Exactement. Ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Parce que disons que dans une certaine sphère de ma vie, telle ou telle personne m'ont donné des conseils qui ont vraiment eu un grand impact. Mais quand j'ai parlé de tels autres aspects de ma vie, ces personnes-là n'étaient peut-être pas forcément les bonnes. Donc, c'est vraiment de s'entourer. Moi, j'appelle ça mon comité aviseur. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Québécois, des étrangers. Et vraiment de glaner toutes ces informations-là. Puis, ce qui fait que c'est efficace, c'est quand on se met dans une approche de demande de rétroaction, vraiment ouverte au feedback. Parce que si tout de suite, dès qu'on nous dit « écoute, moi je te conseille ceci et cela », on commence à se défendre et à expliquer pourquoi non, c'est comme ça que je le fais, la personne va perdre intérêt à vouloir nous aider. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise, quelque chose qui vous inspire ou qui illustre vos propos? Écoutez, moi j'ai une phrase qui m'inspire beaucoup de Maya Angelou, que je vais vous lire en anglais puis que je vous lirai en français ensuite. My mission in life is not merely to survive, it is to thrive and to do so with some passion, some compassion, some humor and some style. Wow. Alors, je trouve que ça dit tout. Je trouve que ça dit tout. Et en français, ma mission dans la vie n'est pas simplement de survivre, mais de prospérer et de le faire avec une passion, une compassion, un peu d'humour et un certain style. En effet, c'est très chic, c'est très féminin et c'est très empowerment, je trouve. Oui, absolument, exactement. C'est très Maya Angelou. Oui. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle souhaiteriez-vous être et pourquoi? Moi, j'aimerais bien être Justin Trudeau. Pourquoi? Parce que je pense que Justin Trudeau incarne un renouveau. Je pense que Justin Trudeau a aussi contribué à l'élection d'Emmanuel Macron, des jeunes beaux, féministes, intelligents, qui s'expriment avec du charisme. Voilà, beaucoup de charisme. La twittosphère a quand même explosé quand Justin Trudeau a été élu, d'abord au sujet de ses caractéristiques physiques, parce qu'effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement beau, mais je pense que la beauté de la chose, c'est qu'avec le recul, on réalise jusqu'à quel point c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de profondeur que les gens lui ont accordé au début. Et moi, ça m'a fait penser, quand il a été élu, Justin Trudeau, ça m'a fait penser à quand une femme est élue. C'est comme s'il était trop beau.
Alors, quand c'est une femme, souvent, c'est « Oh, mais est-ce qu'elle va être compétente ?» On remet plein de choses en question. Et avec Justin Trudeau, j'ai trouvé qu'il y a eu certains commentaires un peu similaires à ça. Et je trouve qu'il a surmonté ça avec… Et comme avec il est brio. jeune aussi. Exactement. Donc, il y a l'âge, il y a l'apparence. Enfin bon, finalement, dès que les choses sortent un peu des sentiers battus, évidemment, Et voilà, c'est ça. ça devient suspect. Exactement. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Si j'avais un seul jour pour tout changer. Pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et après le reste, évidemment? Ben, écoutez, c'est sûr que je serais tentée de vous dire, puisque c'est ma mission de vie, je commencerai par changer les inégalités, les injustices. Et il y en a énormément des injustices, que ce soit entre le Nord et le Sud, que ce soit entre les hommes ou les femmes. Mais c'est certain que on est en train de tendre vers une société qui est beaucoup plus ouverte à l'autre, à celui qui ne ressemble pas à la majorité, que les conseils d'administration où autour de la table, on n'a que des hommes blancs de 60 ans. On commence à se dire, tiens, une femme peut-être plus jeune, peut-être issue de l'immigration, merveilleux. Mais je vous dirais que je commencerai par là, parce que vous savez, quand Barack Obama était venu à Montréal l'année dernière, il avait dit que si on pouvait donner la présidence de tous les pays pendant 2 ans à des femmes, on pourrait non seulement réduire, mais peut-être même éradiquer les conflits. Moi, j'en suis convaincue. Oui, oui. Alors, je pense qu'on pourrait commencer par là, en s'assurant qu'en fait, on n'a pas besoin de continuer à lutter toute notre vie pour s'assurer qu'on ne perd pas nos droits. Comme Simone de Beauvoir avait dit, il suffirait d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Bah oui, c'est ça. On en a été témoin avec l'élection de Donald Trump. Donc, si je pouvais avoir une baguette magique, je ferais en sorte que ce ne soit plus jamais remis en question parce que j'effacerai l'histoire. Je dirais, ça a toujours été l'égalité homme-femme. On est nés égaux, on a grandi égaux. Et aujourd'hui, de quoi aurait l'air le monde si on avait pu le bâtir ensemble? Bah oui, tout à fait. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Alors, je serais un chien. Parce que j'adore les chiens, bien que j'ai un chat. J'ai un chat qui est avec toutes les qualités positives et négatives d'un chat. Alors qu'un chien, j'ai du mal à trouver… des défauts. Des défauts. Je suis particulièrement attachée à la loyauté d'un chien. Je trouve qu'un chien n'a pas de côté mesquin. Le chien est généreux, le chien est bienveillant. Le chien va protéger son maître au risque de sa propre vie. Absolument. Et puis, en France, la SPA avait fait une publicité qui m'avait terriblement marquée il y a quelques années, où on voyait un chien qui avait l'air tellement inquiet. C'est drôle de réussir à avoir un chien dans une pub qui a un regard inquiet. Et ça disait « J'espère que mon maître ne s'est pas perdu ». Et en fait, il venait d'être abandonné et il attendait. Donc, voilà, je trouve que c'est tellement noble, un chien. Oui, c'est beau. Oui. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous illustre le pouvoir et la féminité, ou en tout cas qui pour vous est important. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vous ai apporté une photo qui est une photo, en fait, c'est un petit collage avec 2 femmes que j'admire énormément. C'est donc Hillary Clinton et Huma Abedin, que j'ai eu la chance de rencontrer et à Toronto et à Montréal. Huma Abedin travaille avec Hillary Clinton depuis le tout début. C'est une femme dans la quarantaine. Elle est avec Hillary depuis le début de la vingtaine. Et elle a été aux côtés d'Hillary Clinton dans les bons et les mauvais moments. Elle a vécu avec elle, évidemment, toutes ces émotions pendant la campagne présidentielle. Et pendant cette campagne-là, il y a eu un rebondissement qui l'a affectée elle-même personnellement. Huma était mariée avec un homme qui a eu des comportements sexuels inappropriés. Tout à fait inappropriés. Et donc, il a été arrêté en lien avec ces comportements-là. Et Hillary Clinton avait reçu beaucoup de pression de gens qui l'entourent en disant « Tu dois la congédier ou du moins te distancier d'Huma Abedin ». Et la réponse d'Hillary Clinton a été « Il n'en est pas question, Huma a toujours été là pour moi et je serai là pour elle ». Et donc, tout ça pour dire que c'est une démonstration de solidarité féminine
énorme. Je suis d'avis que les femmes doivent aider les autres femmes. Vous savez, c'est Madeleine Albright qui disait There's a special place in hell for women who don't help other women. Il y a un espace réservé en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes. Absolument. Et on les voit, on les connaît, on essaye de les faire changer parce que si on ne s'aide pas entre nous, comment est-ce qu'on va réussir à faire un changement réel auprès des autres? Absolument. Très bien. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Caroline Coetzee », vous lui diriez quoi? Ah, je dirais repose-toi maintenant parce que c'est fatigant. Il y a du travail à faire. Je lui dirais que je suis extrêmement touchée et honorée qu'elle puisse trouver que ma mission est honorable et qu'elle souhaite reprendre le flambeau parce que mon objectif premier dans tout ça est d'avoir un legs. Mon objectif est de pouvoir avoir un impact dans la société, que ce soit ici ou ailleurs, de faire le changement, un changement pas seulement dans la vie de femmes individuelles, mais dans la société. Je travaille d'ailleurs de manière très rapprochée avec beaucoup d'hommes impliqués dans le conseil d'administration de la gouvernance au féminin, dans tous les comités, des hommes qui ont eu un impact sur ma propre carrière. Et je lui dirais qu'elle s'entoure très bien d'hommes, de femmes bienveillants qui ont cette mission-là également à cœur et qu'elle l'amène à un niveau supérieur parce que finalement, c'est par étapes. Chaque chose que chaque femme fait pour aider les autres est une étape de plus, mais on va avoir besoin des générations qui nous suivent pour continuer ce... Je ne veux pas l'appeler combat, j'aime pas le terme combat, ni lutte, la mission, mais cette mission, cette passion. Ouais. Très bien. Notre émission touche bientôt à sa fin, mais j'ai une petite curiosité personnelle parce que je viens d'arriver à Montréal et que tout le monde me dit oh, « Tu n'as pas encore vécu l'hiver canadien. Donc, j'ai envie de vous demander, aviez-vous un petit souvenir de votre premier hiver canadien? Qu'est-ce que vous retenez pour toutes les personnes qui nous regardent de l'extérieur et qui vont pouvoir se dire « Ok, oh là là. Écoutez, je suis une personne très positive dans la vie, qui voit toujours le bon côté des choses. C'est magnifique la première neige. C'est vraiment marquant quand on se réveille pour la première fois et que tout est blanc. C'est splendide. Mais je vais être très sincère avec vous, moi c'est mon 27e hiver. Et je le redoute encore. D'autant plus que toutes les prévisions disent que ça va être terrible en 2017, alors bon. Écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais pour ceux qui viennent s'établir au Québec ou ailleurs au Canada, on est très bien équipés dans ce pays. On est très bien équipés, beaucoup de tunnels souterrains dans certaines villes comme Calgary, aériens, etc. Alors moi, je les connais tous. Je sais comment me déplacer dans la ville sans mettre le nez dehors. Alors, je vous dirais que de janvier à avril, je me transforme en taupe et ça se passe très bien. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Caroline. Merci, Carole. Merci pour cette rencontre très inspirante. Merci à vous. Très passionnée et à très bientôt. Merci, Carole. Merci.